Hello tout le monde, ceci est un réupload d'une vidéo sortie il y a un petit peu plus d'un an sur ma chaîne 1PV qui n'est plus active désormais. Les vidéos qui étaient dessus sont maintenant en privé. Mais cette série de vidéos sur les plaques d'égout Pokémon au Japon, elle va très bientôt reprendre. Je suis actuellement en train de monter le prochain épisode de cette série, donc le second. Et c'est censé arriver dimanche de la semaine prochaine. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés récemment avec Pokémon Champions. C'est pas forcément le contenu que vous attendez de ma part, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc j'espère que ça va vous plaire autant que j'ai aimé faire cette vidéo et même ces vidéos, puisque j'étais au Japon au mois de mai dernier. J'en ai tourné deux des vidéos comme ça. Donc la prochaine qui sortira, c'est la première des deux, et un peu plus tard, vous aurez encore l'autre. Donc profitez bien de cette vidéo. J'ai peut-être un peu perdu en qualité avec le réupload sur cette vidéo-là. Pour la prochaine, ce sera beaucoup mieux avec du meilleur matériel. D'ailleurs, je m'améliore petit à petit sur ces vidéos-là. C'est des gros projets qui me demandent beaucoup de temps et des sous aussi pour les faire, ces vidéos-là. Donc, c'est vraiment des projets auxquels je tiens. Donc, voilà, les pouces bleus, les commentaires, tout ce que vous pouvez faire pour pousser les vidéos, c'est très très bon à prendre. Je vous remercie. Le Japon regorge d'exclusivités Pokémon, pas seulement dans les Pokémon Center, mais partout dans le quotidien. J'habite à Tokyo depuis juin 2024 et c'est impossible d'aller faire mes courses sans tomber sur des collabs avec des marques de café ou même de crème solaire. Une exclusivité toute particulière a retenu mon attention, ce sont les couvertures de plaques d'égout qu'on retrouve un peu partout dans le Japon. Elles sont toutes uniques, vous ne trouverez jamais la même à deux endroits différents, et si vous voulez voir votre Pokémon favori sur l'une de ces plaques, il y a peut-être un bout de chemin à parcourir. C'est exactement ce que j'ai fait puisque j'ai parcouru 600 km au Japon, depuis Tokyo, où se trouvent les plaques que vous voyez ici, jusqu'à ma destination finale. J'ai d'abord pris le Shinkansen direction Kyoto pour la première étape, puisque j'ai passé quelques jours dans les environs d'Osaka, où se trouvent mes différents objectifs dans cette aventure. J'arrive à la gare de Hankyu Arashiyama au nord-ouest de Kyoto, proche de la forêt de bambous. Le coin est très joli, surtout à cette période de l'année, avec les arbres en fleurs et le beau temps. Là-bas, j'atteins rapidement mon premier objectif. Regardez-moi cette beauté, cette plaque intègre si bien au haut dans le réel, avec les reliefs de Kyoto, ainsi que la tour qui fait le lien entre la tour Carillon de Rosalia et les bâtiments anciens qu'on retrouve à Kyoto, la ville ambassadrice des traditions japonaises. La première étape de cette aventure est validée et je ne m'attendais pas à tomber sur un coin si sympathique puisque je suis venu pour la plaque, mais a priori le coin est plutôt connu des touristes puisqu'il y en a beaucoup, mais ici c'est quand même les grands espaces, donc on ne se sent pas à l'étroit comme au centre de Kyoto ou comme n'importe où à Tokyo dans n'importe quel lieu touristique. Je reprends le train vers le centre de Kyoto, mais ma journée ne se termine pas là puisque je décide au dernier moment d'aller voir quelques plaques supplémentaires qui n'étaient pas prévues au programme. Je me rends au Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire connu pour ses 1000 portes rouges que des millions de personnes visitent chaque année, et comme je suis déjà allé tout en haut lors de mon premier voyage au Japon en 2023, je me rends directement vers la plaque Melo, Toudoudou et Pichu. Hormis quelques brefs regards, cette plaque n'attirait pas vraiment l'attention des visiteurs avant que les gens me voient la filmer. Je suis donc plutôt content d'avoir attisé la curiosité de quelques personnes qui ont pris leurs petites photos. J'avais pas prévu d'aller aussi loin, mais pour 20 minutes à pied supplémentaires, je débloque une nouvelle plaque, il s'agit de celle de Hérissandre. J'ai comme à mon habitude pris moi-même un cliché et demandé à des inconnus de me prendre en photo avec la plaque. 30 minutes de bus et de marche plus tard, me voici proche d'un grand complexe sportif pour la plaque Germignon accompagnée de Tangalis. Le soleil se couche tôt au Japon, j'espère qu'on va bien voir, malgré l'obscurité, la dernière plaque que je voulais absolument voir à Kyoto, enfin que j'ai rajouté à la liste puisque je me suis rendu compte que c'était faisable de voir en plus les 3 starters de la deuxième génération. Voici qui conclut cet arc filler que j'ai improvisé lors du premier jour de mon périple. Maintenant direction Osaka, où je loge pour quelques jours. C'est l'occasion, dès le lendemain, de se rendre dans quelques boutiques de jeux et de cartes, et bien sûr, les 2 Pokémon Center de la ville.
L'aventure continue dans la préfecture de Nara, où je tombe, dès la sortie de la gare de Horyuji, sur la plaque Archéodong et Flamoutan, première d'une petite série de plaques supplémentaires disséminées sur mon chemin. Je suis très surpris de voir si peu de monde à quelques minutes à pied à peine de l'un des spots touristiques les plus connus de tout le Japon, mais je crois que je ne suis pas le seul à faire la chasse des plaques d'égout, puisqu'en sortant de la gare, j'ai aperçu une étrangère qui prenait en photo la plaque Archéodong, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai repérée, et elle se dirige actuellement, je pense, vers mes prochains objectifs. Elle a pas mal d'avance sur moi, et c'est au moment où je vous parle de ça que j'approche d'une autre plaque qui vient s'ajouter à ma liste, puisque c'est celle de Caninos. En réalité, je me trompe, j'étais bien plus loin du parc de Nara que ce que je croyais, mais mon détour reste nécessaire, notamment pour la plaque Magby et Eoko, suivie de la plaque Vivaldin et Brésillon. Je fais un arrêt au stand pour recharger les batteries, je ne parle pas de mon téléphone mais bien de moi-même dans ce restaurant perdu au milieu d'un quartier bien vide. Bon, là je dois vous expliquer ce qui s'est passé quand j'ai trouvé la plaque Entei. L'homme que vous voyez ici, c'est monsieur Masuda. Ça ne s'invente pas, même si c'est un nom assez commun au Japon. Il travaille comme guide à Horyuji, l'un des 7 grands temples bouddhistes de Nara, qui fut la capitale du Japon avant que cela ne devienne Kyoto en 795. Et ce que je vous raconte là, c'est Masuda-san qui me l'a raconté puisqu'il m'a fait visiter les alentours. Grâce à lui, je sais que les gardiens des temples bouddhistes prononcent les sons A et N, qui marque le début et la fin de l'alphabet japonais, un symbole de protection du début à la fin de la vie. Masuda-san a même insisté pour me présenter ses collègues de l'office de tourisme qui n'avaient jamais vu quelqu'un se rendre ici pour la plaque d'égout Pokémon. Par respect, j'ai préféré éviter de le filmer. Pourtant, je pense qu'il aurait été ravi de parler avec passion du lieu qu'il fait visiter au quotidien. Masuda-san était très curieux de savoir ce que je fais dans la vie et ce qui m'a poussé à venir vivre au Japon. On a vraiment eu un bel échange. YouTuber desu. YouTuber desu. Notre rencontre s'est terminée lorsque mon bus est arrivé et c'est en se disant au revoir que je l'ai vu pleurer. Je ne m'attendais pas à ça et c'est un très beau moment de vie qui m'a bouleversé. Je manque d'images de cet échange, mais j'espère qu'il verra cette vidéo un jour. Si vous visitez Horyuji, s'il vous plaît, remerciez-le encore de ma part. Je passe ensuite quelques minutes au parc de Nara avec ces daims qui se promènent en liberté. C'est l'une des attractions touristiques les plus connues du Japon. Aucune plaque à voir ici, mais quitte à revenir à Nara, j'en profite. Le jour même, j'ai assez de temps pour ma prochaine quête principale, mais au Japon, le soleil se couche tôt et je préfère éviter de filmer dans l'obscurité, donc je me presse. Après une bonne heure de train et de marche, je me dirige vers le Hanzano Stadium qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde de rugby 2019, comme en témoigne cette plaque d'égout à thème. Je fais un détour par la plaque Togedemaru et Voltutu qui se trouve à quelques mètres de ma quête principale. Voici la plaque Raikou. Et bien qu'on soit à proximité d'un stade de rugby, le tigre rappelle bien sûr l'animal totem des Hanshin Tigers, l'équipe de baseball qui joue au Koshien Stadium, qui certes se trouve à Kobe, mais ce sont bien les habitants d'Osaka qui supportent principalement l'équipe. L'ambiance ici n'a rien à voir. Je suis le seul étranger dans les alentours. Je pense qu'ils n'ont pas vu un blanc depuis la Coupe du Monde de rugby 2019. Et désormais, il ne me reste plus que 2 plaques sur ma liste pour terminer cette aventure. Ça va se faire sur la même journée. Alors je ne sais pas encore si j'y vais demain ou si j'y vais lundi. Ça va dépendre des heures auxquelles je vais pouvoir prendre un autre moyen de transport que je n'ai pas encore pris jusqu'ici. Retour au camp de base à Osaka. Le repos est de mise car une longue journée m'attend le lendemain.
Je fais d'abord 1 heure de train pour me rendre à Akashi Station, vers le sud-ouest de Honshu, l'île principale du Japon. C'est jusqu'ici l'endroit le plus au sud du Japon et le plus éloigné de Tokyo où je me suis rendu, et c'est dans un tout petit port que je monte dans un bateau, direction l'île d'Awaji. La traversée ne dure qu'une quinzaine de minutes, et même si le bus aurait été plus pratique et plus rapide pour traverser la baie d'Osaka, j'ai besoin de me rendre tout au nord d'Awaji pour ma quête principale, et ça, c'est plus sympa de le faire en bateau. Je fais 5 petites minutes de bus pour me rendre vers une gare routière où se trouve la magnifique plaque Lugia qui rassemble quelques familles et qui inspire de futurs grands dresseurs. Je trouve que c'est vraiment la plus belle plaque jusqu'ici, puisque j'ai beau préférer OO à Lugia, faut bien avouer que cette plaque elle est vraiment fantastique avec les tourbillons qui rappellent évidemment les tourbilles de Johto. Encore une fois, les Pokémon sont inévitables au Japon, même si loin des grandes villes. Il est l'heure de manger, et ça tombe bien, puisqu'on ne manque certainement pas de poissons frais dans les environs. Pendant la traversée, j'ai fait la boulette d'oublier mon chargeur de téléphone, puisque je suis passé de bâbord à tribord pour filmer le port au départ, et le port à mon arrivée sur l'île d'Awaji. Donc j'ai bien récupéré mon sac sur mon siège, mais la classique, j'ai oublié mon chargeur sur la prise secteur, donc je retourne au port puisque je vais demander s'ils peuvent me récupérer mon objet perdu. Après je vais peut-être devoir attendre que le bateau fasse un aller-retour complet, mais c'est pas très grave parce que là j'ai pas mal de temps puisque mon départ, je crois que je dois partir à 15h pour rejoindre le prochain point d'intérêt. Heureusement, rien ne se perd au Japon, mon chargeur était déjà dans les objets trouvés, maintenant route vers mon dernier objectif. Je suis maintenant à quelques minutes de la plaque qui fait office de dernière quête secondaire dans cette aventure, et je dois marcher plus que prévu parce que je pensais que le bus allait directement à la grande station de la ville de Naruto, mais c'est pas le cas, donc j'ai dû m'arrêter avant. Heureusement, il y avait un escalier très vertical qui n'était pas inscrit sur Google Maps, qui m'a fait gagner 5 bonnes minutes de marche, et des bus dans un coin un peu reculé comme ça, il y en a pas toutes les 5 minutes, donc pour le retour c'est pas évident, va pas falloir que je traîne. Je suis maintenant sur la pointe nord-est de l'île de Shikoku, entre Awaji et Kyushu. Voici la plaque Hipposéan et Hipporoi, sur laquelle on aperçoit Lugia, à qui on a rendu visite plus tôt. Après quelques minutes à pied, me voici à la gare de Naruto, et si cette ville s'appelle ainsi, c'est en référence aux tourbillons naturels dans la mer qui peuvent être aperçus entre Shikoku et Awaji. La plaque Lugia ne fait pas simplement référence aux tourbilles de Johto, mais également à ce phénomène naturel. Je prends une petite pause fraîcheur pour récupérer 80 PV, et l'employé de la gare m'a gentiment indiqué sur un papier comment me rendre vers mon objectif final. Pour ça, j'ai dû prendre un dernier bus. C'est sur cette aire de repos que se trouve mon objectif final, la plaque Suikun, à Naruto dans la préfecture de Tokushima, sur l'île de Shikoku, à 600 km de Tokyo. J'ai parcouru tout ce chemin en 4 jours pour me rendre au milieu de nulle part, pour voir certes des plaques d'égout, mais la passion ne s'explique pas et ce fut encore une fois l'occasion de vivre des moments inoubliables grâce à Pokémon. J'ai mis tout mon cœur dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment devant mon périple à Johto dans la vraie vie. Faire de cette vidéo le début d'une nouvelle série dépend de vous, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez, commentez et partagez cette vidéo.